été invitée par monsieur Alain Pouet, qui malheureusement est absent aujourd'hui. Et je vais vous amener ma contribution de logopédiste conseillère scientifique auprès du service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide d'un canton fribourgeois, donc le canton de Fribourg, d'un canton suisse. Et je suis responsable du copilotage d'un projet qui est mené dans ce canton dans le but de développer des axes de prévention précoce, c'est-à-dire pour les enfants en âge préscolaire, les enfants de la tranche d'âge de 0 à 4 ans. Je vous annonce aussi d'emblée qu'au niveau du lexique, en Suisse, on utilise le mot orthophoniste ou logopédiste. Et dans mon canton bilingue, vu qu'on dit logopédine en allemand, on va utiliser le mot de logopédiste. La contribution que je vais vous partager aujourd'hui, elle est plutôt modeste. Le canton de Fribourg compte 400 000 habitants et environ 18 000 enfants âgés de 0 à 4 ans. Le menu qui est prévu, voilà, pour essayer de tenir dans la demi-heure qui m'est impartie est le suivant, que vous avez sous vos yeux. Et mon intention est de vous parler du projet pilote en lui-même, mais aussi de m'attarder un peu sur les prérequis qu'on a réfléchi au sein de notre équipe de pilotage par rapport aux sortes d'incontournables qu'il s'agit d'avoir en tête avant de mettre sur pied des mesures préventives. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en Suisse, et principalement dans les cantons romans, les mesures de logopédie qui sont dédiées aux enfants de 0 à 20 ans dépendent du département de la formation, donc du département de l'éducation, avec une obligation légale de chaque commune de Suisse et du canton de mettre en place des accords et des contrats avec ce qu'on appelle les services SLPP. Ce sont des services pluridisciplinaires qui accueillent, qui travaillent en fait en collaboration avec des logopédistes, des psychomotriciens et des psychologues scolaires et de plus en plus officiellement actuellement des ergothérapeutes. Donc il y a une obligation légale, cantonale et fédérale qui demande que l'accès aux mesures de logopédie, psychologie, psychomotricité soit gratuit pour les parents et donc ça dépend du département de l'éducation. Toutes les mesures de logopédie qui concernent les adultes dépendent du département de la santé. Donc c'était assez confortable de s'asseoir sur des bases légales qui ont été existantes, qui sont existantes, donc la loi scolaire LS et la LPS, la loi sur la pédagogie spécialisée, pour pouvoir vraiment réfléchir avec les politiques autour de ce qui était nécessaire de mettre en place en matière de prévention dans le canton. Et les politiques avaient d'abord eu une idée qui s'est quelque peu retournée contre eux, c'est-à-dire qu'ils avaient l'idée de pouvoir limiter les interventions des logopédistes indépendantes aux prises en charge des enfants de 0,4 et 16-20 ans. Et donc, voilà, comme responsable de la logopédie sur le plan cantonal francophone, il était important de savoir, mais si on les limite à ce point, est-ce qu'on pourrait mettre en place un autre quelque part cahier des charges, une autre mission qui serait de prévenir les troubles du langage et de la communication. Et finalement, l'intention de l'État a été de valider le financement de ce groupe de pilotage avec l'idée qu'on allait être quelque part un groupe de veille qui va en fait pour eux, je reprends leurs termes, démontrer leur retour sur investissement du travail qu'on aura fait à l'intérieur des différentes équipes. J'ai appris hier, par mon chef de service, que la Confédération suisse a adopté un concept d'encouragement précoce au langage préventif avec une implication qui est obligatoire au niveau des bases légales des différents cantons, il y en a 26, et avec des outils que vous verrez quelque peu identiques à celui de notre projet pilote. Au niveau du cadre éthique, le choix du groupe de pilotage a porté sur une notion de prévention qui relève de la sociologie des soins. Et donc, on a dû réfléchir à tous les enjeux interdisciplinaires et interinstitutionnels. C'est-à-dire que même si nous étions concernés par les mesures d'enseignement spécialisé, de pédagogie, puisque, comme je vous ai dit en introduction, nous dépendons de ce département, il a fallu travailler avec, par exemple, la direction de la santé, qui est responsable des mesures d'encouragement précoce à l'éducation et aux soins des familles. Et ce qui nous a paru intéressant aussi de retenir,
c'était ces notions qui sont définies par Jean Malherbe, entre autres, qui sont l'interdit d'objectification. Donc notre groupe de travail a pris l'option d'abolir toute forme de dépistage systématique. Et nous nous sommes plutôt basés sur deux concepts que je vous détaillerai tout à l'heure, un concept zurichois et un concept québécois. Mais l'idée était vraiment de promouvoir les bonnes pratiques. Tout acte qui aide l'autre à se développer, en fait, nous intéresse quelque part dans la philosophie de notre travail, que ce soit qui aide l'enfant à se développer, que ce soit qui aide l'enfant allophone à s'appuyer sur sa langue première pour découvrir la nôtre. Donc on a mis le focus sur ce type de concept avec l'idée et l'intention de notre canton de définir des actes de prévention au niveau des 3 niveaux de l'OMS. Qui a quelque part, parce que ces réflexions, elles sont présentes depuis très longtemps dans ma tête et dans celle de ma collègue Brigitta Bischoff et avant elle d'une autre collègue germanophone, Anne Ourny. Ce qui nous a aidé, c'est le changement de paradigme qui s'est opéré en Suisse en 2008, où on a quitté la logique médicale pour une logique biopsychosociale qui se base sur la classification internationale des fonctions et du handicap et qui propose une approche systémique des difficultés. Et ce virage nécessaire dans le canton a justement permis de soutenir notre projet de prévention et surtout le choix éthique qui était lié à ce projet. Je pense que je vais vous passer les éléments qui sont assez connus par rapport aux différentes études croisées, qui sont un peu les incontournables. Ce qu'on a essayé de défendre dans le canton, c'est que par rapport aux populations et aux milieux socio-économiques défavorisés, où il y a vraiment une grande difficulté à être en accès avec tous les moyens qui sont déployés sur le plan cantonal, on a proposé, en collaboration avec le service de la santé, de penser comme un acte de prévention l'anticipation de l'entrée en scolarité des enfants de milieux socio-économiques défavorisés et de développer en parallèle diverses offres via un programme d'intervention centré sur les activités de langage dans les structures d'accueil. Et cela a mis, et je rebondis sur les choses qui ont été dites ce matin, très rapidement en évidence la nécessité de former et d'accompagner le personnel éducatif. Nous en reparlerons. Donc voilà, dans notre projet, on a cherché dans le groupe de pilotage un certain nombre d'outils qui permettent d'observer cette diversité sur laquelle on va s'appuyer pour promouvoir les bonnes pratiques et ainsi moduler l'approche de l'enfant. Donc je vous parlais de ces deux cadres conceptuels, celui du canton de Zurich, qui est le concept spécialisé pour le développement précoce du langage, et au Québec, nous nous sommes en fait basés sur divers éléments issus du projet d'orthophonie communautaire de Madame Bérubé-Lalancette, directrice de la clinique d'orthophonie sociale de la ville de Québec, qu'une de nos participantes au groupe de pilotage a rencontré. Dans ces concepts et ces visions de la prévention, ce qui ressort au niveau premier, ce qui saute aux yeux, c'est que les processus éducatifs de la petite enfance sont toujours en mettre en lien avec des situations concrètes et quotidiennes. Et cela s'applique également à l'apprentissage précoce des langues qui fonctionne mieux lorsqu'il est intégré à la vie quotidienne. La langue n'est effectivement pas un matériau d'apprentissage à enseigner, mais bien plutôt un moyen de communication. Donc dans ce concept, entre autres zurichois, l'idée est de développer les compétences langagières des enfants dans le contexte des interactions quotidiennes qu'ils ont avec leurs accompagnants, y compris les parents, dans tous les milieux de vie. Pour les enfants jusqu'à 4 ans, la recherche zurichoise montre que cet enseignement linguistique intégré quotidien porte plus de fruits que des mesures de prévention spécifiques de soutien linguistique individuel. Donc, ce qui était intéressant pour nous, c'est de réfléchir cantonalement comment est-ce qu'on va accompagner les intervenants pour qu'ils développent une compréhension de base du développement du langage, une sensibilité aux intérêts et aux activités des enfants et au potentiel éducatif que chaque situation quotidienne, quand ils interviennent et ils interagissent avec eux, présente. Et nous avons aussi essayé de les doter en instruments pour une réflexion continue et
l'optimisation de leurs actes pédagogiques. Ce qu'on s'est rendu compte avec les familles issues de la migration dans notre canton et socio-économiquement défavorisées, c'est qu'il y avait énormément de stress autour de cette entrée en scolarité, autour de parler une langue qui n'est pas celle de l'école. Et on a pu voir que, voilà, selon les travaux d'orthophonie communautaire, il était aussi important non seulement d'accompagner les enfants, mais aussi de travailler avec les familles. Voilà, donc nos politiques, vite fait, bien fait, parce que là c'est résumé, on a dû parler de manière intensive et de manière régulière pendant plusieurs années. On a défini ce projet en disant, pour agir efficacement en matière de prévention, il s'agit d'intervenir tôt, de viser une évaluation précoce qui comporte des éléments d'évaluation directe, donc en présence de l'enfant, et des éléments d'évaluation indirecte, et j'y reviendrai tout à l'heure, et de créer des modalités d'accompagnement en promouvant les bonnes pratiques, je vous l'ai déjà dit. J'insiste sur cet aspect d'évaluation indirecte parce qu'elle permet un point d'ancrage et de développement des échanges avec les parents, avec les intervenants, avec l'importance de souligner les attitudes et les stratégies d'interaction et de langage qui sont spontanément présentes chez eux et chez leurs enfants. Et si elles fonctionnent, de pouvoir les promouvoir et les soutenir. J'ai pas eu le temps de citer ici un projet genevois qui est très intéressant, mais vous pouvez aller voir lorsque vous tapez « Parle avec moi ». La commune de Vernier a mis sur pied un projet intéressant aussi, duquel on s'est inspiré en partie, pour l'accueil d'enfants migrants de 4 mois à 4 ans et demi, donc avant l'entrée en scolarité, avec par des logopédistes, l'accompagnement des différents intervenants en crèche, en éducation précoce. Le projet pilote qui s'appelle Premier Pas a été créé en 2019 et mené en 2019. Et vraiment, comme je vous disais, c'est à une toute petite échelle, mais nos éléments quelque part cliniques, nos conclusions cliniques sont intéressantes. 6 logopédistes, 4 francophones et 2 germanophones ont participé au groupe de pilotage. Et l'objectif premier de ce projet était de permettre aux parents d'avoir accès aux services de logopédie, non pas parce que c'est ce qui se passait jusqu'alors dans notre canton, non pas lorsqu'il y a de graves troubles et qu'ils ont déjà attendu bien longtemps, mais lorsqu'il y a des questionnements en lien au développement du langage et de la communication de leur enfant, ou en lien à l'oralité, à des questions d'oralité par exemple, ou en lien au bilinguisme en se demandant est-ce qu'on doit progressivement abandonner notre langue maternelle ou la langue première de la famille pour l'entrée en scolarité. Et donc on a développé ce projet en visant donc à intervenir tôt, au-delà de toute liste d'attente. Donc les orthophonistes, les logopédistes qui étaient impliqués dans ce projet pilote prenaient les situations comme elles arrivaient, quelque part sans délai. Alors on a pu voir que ce qui était intéressant, c'est que ces mesures ont été gratuites, elles ont été aussi communiquées sur le plan cantonal, et ça a permis à des parents qui, je pense, n'auraient pas eu accès à notre structure de s'annoncer au service, étant donné que jusqu'à présent, lorsque des troubles n'étaient pas clairement diagnostiqués par une logopédiste, ce sont les parents qui payaient toutes sortes de conseils qu'ils pouvaient prendre dans l'un ou l'autre service du canton. Au niveau de la procédure, dans la procédure de ce premier pas, donc les 6 logopédistes engagés étaient connus et les parents avaient la possibilité de les appeler pour pouvoir discuter de ce qui les préoccupe. Et en fait, les situations qui ont été ensuite gardées pour poursuivre le cheminement en matière de prévention étaient les situations pour lesquelles il n'était pas clair pour la logopédiste et les parents dans l'échange de pouvoir procéder, est-ce que c'était le moment de procéder à un bilan de langage ou pas? Peut-être pas encore, étant donné les informations développementales qui avaient été prises. Donc, parfois des parents appelaient avec des inquiétudes infondées et dans ce sens-là, les logopédistes les encourageaient à patienter ou à observer et à se recontacter quelques mois plus tard. Parfois, les difficultés avaient l'air vraiment très ancrées et très présentes. Donc il s'agissait pour les logopédistes de directement libérer du temps pour proposer une évaluation complète du langage. Et c'est dans ces situations intermédiaires que le projet prévention a pris, je dirais, tout son déploiement. Donc l'évaluation indirecte de ces jeunes a été en fait établie sur la base de différents screenings, d'observations, de questionnaires qui sont transmis aux parents.
Certains parents aussi, selon le principe aussi d'une logopédiste orthophoniste québécoise, Madame Odette Sylvestre, ont envoyé, selon un mode bien précis, certaines vidéos ou certains enregistrements des échanges qui se passaient, entre autres, dans les situations de la vie quotidienne, puisque c'était notre axe de prédilection par rapport à ce projet prévention. Donc voilà, ce sont des chiffres bien limités. Pour l'année 2020, le projet a été quelque part suspendu, étant donné que le ministère de l'Éducation avait d'autres soucis. Et puis, on a repris les choses de manière toute tranquille en 2021, où à peu près le même nombre d'enfants a été accompagné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, sur l'ensemble d'une septantaine d'enfants qui sont dans notre viseur et qui sont accompagnés, seules 4 situations ont débouché sur une prise en charge de type suivi régulier en logopédie. Alors on est bien parti pour obtenir une généralisation de ce mode de fonctionnement cantonal et notre but c'est de pouvoir développer ce projet en le confiant à l'ensemble des logopédistes indépendantes qui sont agréées par le canton. Avec un travail qu'on va faire maintenant avec ma collègue qui est de prévoir au niveau des budgets et des emplois du temps de ces logopédistes des temps de disponibilité pour ce travail à partir de janvier 2023. Au niveau des impacts clairement visibles pour l'enfant, eh bien, ce qui a été assez visible, c'est que ceux-ci ont diminué certaines habitudes qui étaient inscrites dans leur fonctionnement, comme prendre le biberon ou utiliser la lorette de manière systématique, de même que leur degré ou leur heure ou leur temps de fréquentation aux écrans. Très souvent, dans la plupart des situations qui ont été accompagnées parmi tous ces enfants, leur intelligibilité a été réévaluée de manière positive, donc a progressé, et l'intégration de l'enfant en scolarité, sauf pour 2 ou 3 situations, se passe bien, mais il faut savoir qu'il continue d'être accompagné par les logopédistes faisant partie de ce projet prévention. Et puis, pour la plupart, ça c'est ce qui revient surtout du côté des parents, l'enfant a augmenté ses prises de parole en termes de quantité et assis sa position d'interlocuteur au sein de la famille et ou à la crèche. Au niveau des parents, les parents ont été conseillés et ils ont vraiment, pour la plupart, sauf 2 situations, témoigné de leur capacité d'observation du langage de leur enfant. Ils expliquent, bon voilà, j'ai un souci et d'avoir un outil pour observer le développement du langage, ça me calme, disaient certains. Ils ont donné davantage de modèles langagiers sur conseil de la logopédiste et appliqué les conseils proposés. Et ils ont été sensibles à cette approche via les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis soutenus dans leur rôle de parents en disant « Ah ben, on ne fait pas tout faux alors », selon une expression qu'on entend assez régulièrement. Et on a pu voir qu'au fil du temps, pour les situations qui sont accompagnées depuis un bon bout de temps, ils ont pu ajuster leur conduite d'accompagnement de l'enfant lors de changements de contexte, par exemple lors d'entrée en scolarité de leur enfant. Ils ont aussi pu dire de manière assez claire leurs limites de parents, voir leurs questionnements par rapport à est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un bilan complet parce que j'ai observé une aggravation des difficultés de mon enfant ou une péjoration de ses compétences langagières. Les professionnels qui ont participé à ce groupe pilote ont vu un effet positif immédiat sur l'importance de co-construire avec les parents une pratique de collaboration et qui ne part pas sur une sorte de précipitation, sur quelque chose qui devient urgent, parce qu'une partie des contacts que l'on a avec les parents, c'est une grande inquiétude qui dit ça fait 1 année ou 2 que j'attends, surtout pour les enfants d'âge scolaire, et je me demande bien si mon enfant n'a pas un trouble spécifique. Et donc de pouvoir démarrer en amont, en partant des questionnements de parents, à enlever tout cet aspect de pression qui est en lien au diagnostic, et que le processus d'accompagnement par guidance a généré un climat positif d'accompagnement, même pour les situations qui ensuite ont débouché sur des bilans plus conséquents. En fait, les parents étaient dans le mouvement et les choses s'inscrivaient de manière assez naturelle, on peut dire comme ça. Les logopédistes ont aussi retenu que certaines thématiques reviennent régulièrement dans les discussions, telles que les habitudes de succion, la fréquentation des écrans,
les aspects du bilinguisme et les comportements à éviter, comme manger du sucre, etc. Donc il y avait des questions qui étaient amenées dans les entretiens de guidance. Et ces éléments-là qui ont été rapportés du terrain nous ont permis d'enrichir la proposition qu'on va faire à l'État de ce projet pilote. L'avantage et l'accès gratuit dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le sur-mesure des réponses, avec ce qui a été expliqué de manière assez régulière chez nos autres interlocuteurs, les psychologues et les psychomotriciens, c'est un accès à bas seuil en amont des difficultés, c'est-à-dire avant même qu'il y ait un trouble. Et donc on est vraiment dans un niveau de mesure à visée universelle. Et puis le plus grand gain, c'est là-dessus que voilà, j'insisterai, c'est en fait la relance de cette dynamique naturelle de la communication avec des parents qui ont été rendus actifs et qui sont devenus moins inquiets. Plusieurs ont dit qu'ils avaient retrouvé un certain sentiment de compétence et qu'ils avaient un rôle à jouer qui pouvait être quelque part équivalent à celui du professionnel spécialisé ou de l'enseignant. Et ce gain est très très fort parce que je pense, et je ne l'ai pas entendu souvent ce matin sans que ce soit forcément exclu dans les pensées des intervenants, c'est que le rôle des parents autour de la prise en charge de ces difficultés-là est central. Alors je vous passe les inconvénients qui ont plutôt été relatés par les thérapeutes qui ont participé à ce groupe de pilotage, parce que ça demande, je le cite rapidement, une grande flexibilité horaire. Il faut avoir une capacité de prendre en charge les situations. On avait mis un délai au maximum 6 semaines après la prise de contact, donc il faut avoir des plages libres pour être réactif et fonctionnel, et donc ça demande une révision de l'organisation de l'agenda. Et ça augmente bien entendu les tâches administratives, puisqu'il s'agissait pour obtenir un financement de remplir une petite fiche signalétique qui expliquait le pourquoi de l'intervention. Donc, forte de ces constats par rapport à ce projet pilote, comme je vous le disais, on va sur le plan de la prévention tertiaire le développer par essaimage. Donc les logopédistes, les 6 logopédistes par région qui se sont trouvés en mouvement dans ce premier temps vont former les autres logopédistes de leurs régions respectives pour continuer ce type d'accueil. Au niveau de la prévention secondaire, il y a 2 projets pilotes qui sont menés. Un de type Heidelberger Training Parental, qui est un concept germanophone et allemand même, d'accompagnement parental, avec des soirées qui sont proposées aux parents plusieurs fois dans une année. Et les parents amènent des vidéos qui sont analysées par des professionnels de la logopédie et ou de la psychologie, de la psychomotricité. Et dans le même état d'esprit, mais sans l'appellation de puriste Heidelberger, une collègue est en train de mettre sur pied ce même type d'accompagnement auprès d'une crèche. Et puis au niveau de la prévention primaire, nous avons informé nos partenaires professionnels avec des questionnaires à leur intention et nous sommes en train de mettre en place des synergies avec les différents autres départements via ce principe d'information de l'existence de ce projet. Nous travaillons avec les pédiatres et les puéricultrices, entre autres. On aimerait pouvoir avoir plus de moyens pour déclencher un suivi longitudinal de toutes ces situations, donc de mettre sur pied un projet de recherche. Actuellement, les moyens sont mis dans l'intervention et pas dans la réflexion méta. Donc ma collègue et moi sommes en heures supplémentaires sur le plan de la réflexion et de la conduite du projet. Et on va poursuivre et affiner le développement de projets efficients qui sont basés sur le développement, entre autres, des supports informatiques, puisque Internet est un réel outil qui va permettre une communication autour de ces projets, mais qui va pouvoir permettre de mettre aussi en ligne différentes vidéos ou supports qui pourront permettre, en tout cas ce qu'on vise, l'accessibilité de ce projet à l'ensemble de la population de notre canton, voire des autres cantons romans. Et puis voilà, comme logopédiste pour finir, mon rôle au niveau de l'État de Fribourg, c'est aussi d'accompagner les collègues logopédistes dans le canton parce que leur rôle se modifie, puisqu'elles deviennent quelque part aussi, dans ces différents niveaux de prévention, des référentes pour le développement de la communication et du langage, ce qu'on appelle des agents multiplicateurs au Québec, c'est-à-dire qu'en parallèle de leur fonction d'accompagnement thérapeutique, d'analyse, de pose de diagnostic, etc., eh bien, elles ont ce rôle de conseiller à distance,
certaines pratiques en lien au développement du langage et de la communication. Puis voilà, je terminerai en disant qu'il est bien clair que la prévention ne concerne pas seulement les 0-4 ans, on l'a vu, c'était l'objet de ce colloque, et que nous avons donc l'intention de pouvoir aussi développer avec les logopédistes qui travaillent dans les services SLPP communaux ce même type d'axe de réflexion et d'information. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Martine.